Coucou les triches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo un peu plus approfondie sur certains aspects de la mentalité japonaise parce qu'on parle souvent des gros trucs en surface que finalement, on en a tellement parlé que finalement, on les connaît tous. Le tatemae, le honne, la politesse, le fait d'enlever ses chaussures parce que on considère l'intérieur comme pur, des trucs comme ça. Disons qu'on a fait le tour de ce genre de questions-là et moi, j'avais envie de parler de choses en fait qu'on expérimente quand on vit sur place et quand on essaie vraiment de s'adapter à la culture japonaise et d'apprendre des codes très précis, très sous-jacents et qui sont presque une sous-lecture en fait de la culture japonaise et de certaines mentalités. Et j'avais envie de vous parler de cette couche un peu plus profonde de la mentalité japonaise et de certaines coutumes qui y sont attachées, dont en fait on ne parle pas assez souvent et en fait je crois que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en ai pas encore entendu parler sur les réseaux sociaux. Voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais envie de vous parler de ça? Et ben c'est très simple, j'étais en cours d'animation. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'entendre un petit peu parler de mes cours d'animation puisque j'essaie de faire une adaptation de mon livre en dessin animé. Vous pouvez suivre mes dessins en description, vous pouvez acheter mon livre en description, voilà. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous parler de BetterHelp, qui est le partenaire de cette vidéo aujourd'hui, et je suis ravie de pouvoir vous en parler à nouveau, puisque je suis convaincue que ça peut faire beaucoup de différence pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, 72% des membres ont ressenti une amélioration après 12 semaines en 2024. Pour rappel, BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute français certifié et adapté à vos besoins. Sur BetterHelp, les thérapeutes sont tous expérimentés et inscrits à l'agence régionale de santé. Ils appliquent la même déontologie stricte pour les thérapies en ligne qu'en cabinet. Moi, je trouve que cette idée est super parce que ça permet d'avoir un thérapeute de façon accessible. Si, comme moi, vous vivez à l'étranger ou si vous ne trouvez pas de thérapeute près de chez vous. Moi, perso, je vois une psy en ligne qui m'a été conseillée par un proche parce qu'au Japon, c'est quasi impossible de trouver une psy qui parle français. Elle n'est pas sur BetterHelp, mais si j'avais eu cette recommandation, évidemment, je serais passée par BetterHelp. Le déclic qui m'a fait commencer, je pense que vous en doutez, c'est lors du retour de mon mari. J'ai senti que j'avais besoin de parler de certaines choses à un professionnel qui est à l'écoute et ça fait du bien. Ça aide aussi les personnes qui sont pas super à l'aise avec l'idée de suivre une thérapie en face à face et vous permet de démarrer en douceur, surtout si c'est la première fois pour vous. Avec BetterHelp, vous pouvez choisir d'effectuer vos séances en appel, en message ou par visio, en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise, somme toute. Moi, par exemple, j'ai pu continuer mes séances en ligne avec ma psy, même quand j'étais en déplacement, pas forcément quand j'étais au Japon. Je peux être au Japon, à peu près n'importe où dans le monde. Ça permet une flexibilité qui n'est pas négligeable et ça permet aussi de progresser dans ma thérapie. L'inscription sur BetterHelp se fait très facilement. Après avoir répondu à un petit questionnaire qui vous demande vos attentes, vos préférences, vos besoins, BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute qui est adapté à votre profil. Et attention, BetterHelp ne vous met pas en relation avec simplement le premier thérapeute qui est disponible. Il choisit vraiment un profil adapté à vos besoins, selon vos préférences. De plus, avec BetterHelp, vous ne parlez pas à une intelligence artificielle. Vous avancez avec une vraie personne professionnelle et formée, capable de vous comprendre, de vous challenger et de vous guider. Pas juste de valider vos émotions ou de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Vous pouvez même échanger avec votre thérapeute entre les séances par message écrit. Vous pouvez écrire quand ça vous convient et il vous répondra dès qu'il le pourra. Et si jamais votre thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez facilement en trouver un autre sur le site. Le processus est très simple et sans frais supplémentaires en un clic. C'est souvent une question de feeling, donc il faut parfois plusieurs essais avant de trouver la bonne personne pour vous. Ça s'est passé pour moi, j'avais une autre psy avant, mais elle ne me convenait pas. Et maintenant, celle que je vois en ligne me convient beaucoup plus. Heureusement que j'ai changé et que j'ai pas laissé ça comme ça en me disant oh la thérapie c'est pas pour moi. Si vous pensez qu'une thérapie peut vous faire du bien et que vous avez envie d'essayer BetterHelp, vous pouvez cliquer sur mon lien dans la description ou visiter mon lien ci-dessous betterhelp.com/zoevideo. Mon lien vous permet de soutenir la chaîne mais aussi vous donner une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp afin de pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. J'ai commencé mes cours d'animation et il s'est passé quelque chose de particulier pendant ce cours qui m'a fait me rendre compte à quel point il y avait encore un décalage même par rapport à moi entre les japonais et notre culture occidentale. J'ai même eu cette discussion avec mon mari ensuite. Je vais vous expliquer directement de quel incident il s'agit et de pourquoi c'est grave entre guillemets dans la culture japonaise puisque j'assiste actuellement à des cours en fait où il n'y a que des japonais qui vont, enfin il n'y a pas d'étrangers qui y vont, donc je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles mon professeur a été vachement surpris de mon comportement et de ma réaction et j'en suis encore désolée et je m'apprête à écrire une lettre d'excuse carrément pour m'excuser de ce que j'ai fait et je vais vous dire ce que j'ai fait là maintenant. J'ai fait ça. Ouais, ma trite, j'ai fait ça. Et ça, il faut savoir qu'en japonais, ça s'appelle un tameiki. Et ça veut dire en fait que on n'est pas content
en japonais. Pas content, fatigué, mentalement éreinté. Ça veut dire qu'on est déçu. Ça veut dire qu'on remet quelque chose en question. En japonais, en fait, le tameiki, c'est un peu l'équivalent de chez nous, en fait. Ils font ça au Japon aussi, hein. Et c'est assez agressif d'ailleurs, hein. Ici aussi, c'est assez agressif, mais faire... Même sans faire... ou... non, vraiment, juste faire... Pour se détendre, ce qui est littéralement ce à quoi ça sert chez nous, hein. On est d'accord que quand vous êtes juste installé à table et que vous faites... C'est juste parce que vous vous relaxez. Au Japon, ça n'a pas du tout l'idée d'être relaxant. Ça a l'idée contraire de vous êtes stressé. Vous êtes limite vulgaire en fait dans votre action. Vous manquez de respect aux gens autour de vous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous dire directement la réaction. J'ai senti mon cœur descendre dans mes chaussettes. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc mon studio mobile d'animation, qui est une sorte d'ordinateur tablette graphique. Et en fait, elle fonctionnait pas pour une raison X, Y ou Z, ce qui n'est pas ma faute puisque ce n'est pas la mienne. Et là, le prof est venu, il a fait le tour pour essayer de régler le problème. Et pendant qu'il réglait le problème, moi, j'ai fait une petite pause, tu vois, et je me suis penchée en arrière et j'ai fait... Comme ça, mais vraiment, juste pour respirer, quoi, en fait, pour prendre une pause. Et il a réagi de façon très nerveuse en disant ah non, mais il faut pas faire un tameiki, hein, on n'en est pas là, hein, il faut pas faire un tameiki, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. On n'en est pas là, c'est pas si grave que ça. Et je me suis sentie trop mal parce que je savais que le tameiki, c'était pas bien, qu'il fallait éviter de le faire. Et je l'ai quand même fait parce que j'étais fatiguée, j'ai eu un week-end de fou malade et j'étais juste en fait fatiguée, mais j'étais pas énervée ou frustrée ou rien du tout. Et j'ai senti vraiment mon cœur descendre dans mes chaussettes instantanément et je me suis sentie trop mal pour mon prof, je me suis sentie trop mal pour les élèves dans la classe. Et en fait, il y a des raisons spécifiques à ça, d'accord? Et je vais vous l'expliquer maintenant. En fait, la première chose, c'est que donc je viens de vous l'expliquer, faire un tameiki, donc faire juste... Ça paraît comme si on était triste, irrité, énervé. Donc rien à voir avec chez nous en français, on ferait plutôt... Vous voyez ce que je veux dire? Et ben ils l'entendent comme ça en fait. Déjà ça c'est une chose. La seconde est qu'en fait même si c'était pas le cas, même si c'est pas parce que t'es fatigué ou si tu soupires juste parce que tu te détends, en fait il y a une culture de la maîtrise de soi au Japon qui fait que bah tu peux pas vraiment te détendre de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous allez au Japon par exemple, vous remarquerez que dans certains contextes, les gens sont vraiment très droits. Il y a certaines façons de se tenir en fait qui ne sont pas acceptables en public au Japon. Notamment tu sais le fait d'écarter les jambes et de se poser comme ça. Vous voyez, en fait, même quand tu vois dans le train, les Japonais, quand ils regardent leur téléphone, ils sont comme ça. Sur leur téléphone en face d'eux, ils sont pas en mode... Enfin, il y en a hein, qui sont comme ça, hein, mais c'est pas vraiment un signe de grande politesse, on va dire. Et c'est fou parce que vous allez me dire, mais enfin, ils font rien de mal. Mais en fait, ça prouve un manque de maîtrise de soi. Et le manque de maîtrise au Japon, c'est très, très mal vu. Donc le fait de manquer de maîtrise de soi-même au point de laisser sortir un... alors qu'en fait, on est censé respirer calmement, et ben, c'est pas très bien vu. Voilà, tout simplement, ça c'est une première chose, c'est que ça prouve que je manque de maîtrise et que ça prouve que je ne sais pas me retenir en fait de souffler. Et donc ça c'est quelque chose qui est pas super bien perçu, voilà. En plus du fait que, en fait si vous voulez, il y a cet esprit de collectivité, ça va revenir dans la suite de cette vidéo, donc concentrez-vous bien sur cette partie-là, c'est très important. En fait, l'individu n'est pas tout seul. L'individu fait toujours partie d'un groupe au Japon. Donc quand tu es dans une pièce avec des gens, en fait tu peux pas te permettre, tu dois te comporter en fonction de comment le groupe se comporte. Et je vous parle pas de l'effet de mouton où tu as la pression sociale et tu as envie de te comporter comme tout le monde. En fait, te comporter selon certains codes qui sont vraiment très très stricts, des choses que tu dois absolument dire quand tu rentres dans une pièce par exemple que nous on n'a pas, une façon de rentrer, une façon de s'asseoir, une façon de bouger la tête pour dire ok bon maintenant je vais m'asseoir, tout ça. Ceux qui sont depuis longtemps au Japon savent très bien de quoi je parle, ou qui vivent avec des Japonais vous savez de quoi je parle. Les autres, essayez de naviguer le truc avec moi. En fait, il y a des règles très strictes que tout le monde respecte automatiquement pour prouver qu'on fait tous partie du groupe social, d'accord? Le tameiki prouve en fait qu'on fait pas partie du groupe social. Pour une raison très simple, c'est que, par exemple, dans mon contexte à moi, c'était dans un endroit très calme, puisque c'était la salle de cours et que c'était le moment où mon professeur s'occupait principalement de moi. Donc les autres élèves étaient en train d'essayer d'animer, pendant que moi, j'attendais, ce qui signifie qu'il faisait extrêmement calme. Faire un bruit en plus par rapport au reste du groupe qui est donc c'est presque insultant en fait par rapport au groupe, c'est un manque de respect par rapport au groupe dans lequel je me trouve. Et vous trouvez que je suis en train de tirer sur la corde, je vous jure que ce que je suis en train de dire
est vrai. Quand on est dans un certain contexte, il faut respecter à fond de balle l'ambiance du contexte. Le silence au Japon, c'est quelque chose de très important et d'extrêmement respecté. C'est une des raisons pour lesquelles, dans les transports en commun, on n'est pas censé téléphoner, par exemple. On n'est pas censé être au téléphone. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui était là en tant que touriste et cette personne savait qu'on n'était pas censé téléphoner, mais elle a commencé à faire un message vocal et à écouter un message vocal, ce qui en fait va complètement à l'opposé de la raison même pour laquelle on ne peut pas téléphoner dans le train, c'est-à-dire que le silence est d'or et que c'est un moyen de conserver une partie du silence. Oui, les gens peuvent parler entre eux, pas trop fort, il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui téléphonent, on est d'accord, mais par principe, les gens ne sont pas censés parler trop fort et ils sont pas censés téléphoner, ils sont pas censés écouter des messages vocaux. Le fait d'interdire ou d'essayer, c'est pas interdit, tu vas pas en prison si tu utilises ton téléphone, mais le fait de dire ne téléphonez pas, c'est une façon de couper le champ des possibles du bruit potentiel qui pourrait être amené dans les transports en commun. Donc téléphoner, si t'empêches les gens de téléphoner, tu coupes déjà la moitié du bruit que les gens sont susceptibles de faire. Voilà pourquoi faire un message vocal, c'est un peu l'équivalent de téléphoner. Je me suis déjà fait reprendre une fois dans un restaurant où il était même pas interdit de téléphoner parce que je faisais un message vocal. Et donc, en fait, le silence, c'est quelque chose de très important. C'est pareil, par exemple, quand vous êtes dans un ascenseur, vous êtes censé fermer votre grosse bouche, en fait. Vous êtes censé la fermer et vous mettre droit à la porte de l'ascenseur. Et si vous êtes la personne la plus proche des boutons, vous êtes censé appuyer sur les boutons, les manipulez vous, pour empêcher que la porte se referme sur les gens et pour faire en sorte que la porte se ferme plus vite quand les gens sont sortis ou si personne ne sort. Et c'est une question de règles dans la collectivité que tout le monde connaît, qui sont extrêmement strictes, et si tu les respectes pas, c'est un peu comme si tu défiais le groupe social. Donc dans la classe, au moment où il faisait calme et où en fait les gens faisaient probablement un grand effort pour ne pas respirer trop fort, puisque c'est quelque chose de malvenu de respirer trop fort, de la même façon qu'on serait potentiellement gêné si en un coup on commençait à chipoter à quelque chose en plastique pendant le cours, et alors on se dit mais personne est en train de chipoter à un truc en plastique et ça fait beaucoup de bruit comme ça, bon là en l'occurrence c'est mes ongles, et ben ce serait un moment en fait un peu de gênance quoi, où les gens se diraient mais enfin quelle idée de faire ce genre de bruit dans ce genre d'ambiance. Et ben c'est à peu près ça, sauf que là on parle littéralement de respirer. Je le rappelle, hein, on est en train de parler de respirer. Donc en fait quand j'ai fait ça, on peut parler littéralement de micro-rupture du calme collectif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie que vous gardiez en tête. La rupture du calme collectif. La collectivité, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi mon prof l'a super mal pris. Et en fait, c'est même pas mal poli seulement par rapport à mon prof, c'est également mal poli par rapport aux autres élèves qui sont présents, puisque je n'ai pas respecté la règle sociale tacite qui dit qu'en fait, je dois pas respirer trop fort. Donc en fait, j'ai juste fait preuve d'un grand manque de respect, tout simplement. Et je m'en veux très fort. Et pourquoi est-ce que cette règle-là, en fait, finalement, en y réfléchissant à deux fois, j'avais très honte, je la connaissais depuis très longtemps. Mais bref, je ne sais pas ce qui m'a appris à ce moment-là, j'étais fatiguée. En fait, je la trouve bien parce que j'apprécie qu'on respecte le silence collectif, tout simplement. Et en fait, c'est juste important de garder à l'idée que oui, ça peut être mal poli de respirer d'une certaine façon trop fort dans un groupe où en fait tout le monde fait un effort pour que tout le monde soit calme et que tout le monde soit à l'aise, et qu'en fait si tout le monde se comporte, moi qui suis misophone en fait j'apprécie ça, parce que si tout le monde se comporte comme si l'espace nous appartenait et qu'on était tout seul et qu'en fait il n'y a pas de collectivité et que tout le monde fait du bruit, ce qui est souvent le cas, je suis désolée, moi je me souviens quand je faisais mes études en Belgique, je me souvenais que ça faisait ça bougeait tout, ça me déconcentrait très fort, très vite. Je trouve que c'est vachement appréciable en fait et vachement respectueux du groupe quoi, tout simplement. Donc c'est quelque chose que je trouve pas que ce serait quelque chose d'ignoble à implémenter chez nous également, et c'est quelque chose que j'ai envie d'implémenter dans mon quotidien également. Le deuxième point de sous-culture dont on ne parle pas suffisamment, et je vais vous le dire, et qui va faire une sonnette d'alarme je pense chez pas mal de gens d'ailleurs, c'est que on dit tout le temps ouais le Japon c'est trop safe. Ouais, le Japon, on est trop en sécurité au Japon, ce qui est vrai, attention. Hein. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, je me suis rendue sur la base américaine avant-hier. J'ai été parce que j'étais invitée par une copine américaine que je connais. Et j'ai rencontré plein de gens, en fait, qui ne sortent jamais de la base américaine, mais qui sont juste trop contents d'être là et qui veulent absolument pas rentrer aux États-Unis parce que tu comprends, c'est tellement dangereux et ils ont trop peur. La raison pour laquelle moi je me suis cassée, hein, parce que ça fait peur, que c'est hyper dangereux. Et du coup, ils veulent absolument pas rentrer et ils veulent tout faire pour rester le plus longtemps possible. Et là, on m'a posé la question, parce que moi je disais, par exemple, j'adore l'Europe et tout, vraiment j'adore l'Europe. Ils m'ont demandé tu préfères quoi entre le Japon et l'Europe, et j'ai dit bah moi j'adore l'Europe, mais le problème je trouve que la nourriture est de mon point de vue personnel meilleure. Je trouve que la culture, la diversité
dans la culture, elle est plus vive, elle est plus présente, l'acceptation est plus présente, même si vous trouvez, si vous vivez en Belgique ou en France ou quoi, vous trouvez que c'est terrible, alors faut pas venir au Japon, tu vois. Ou à moins que tu veux tout garder en surface et faire semblant de pas comprendre l'hypocrisie, en tout cas le tatemae, tout ça. Bon, ça c'est un autre débat, on va pas en parler maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es en Europe, tu vis n'importe où en Europe, tu peux voyager n'importe où en Europe. Moi je trouve ça extraordinaire. Quand t'es au Japon, t'es juste au Japon. Tu dois prendre l'avion ou le bateau pour aller ailleurs. T'es en Belgique, tu vas à Paris en 3 heures. Tu peux aller en Espagne, tu peux aller en Italie, tu peux aller assez facilement, quoi. Et moi je trouve que c'est une richesse incroyable qu'on a en fait en Europe par rapport à ça. Mais c'est pas safe. On n'est pas en sécurité en Europe. C'est terrible. On n'est pas plus en sécurité en Europe qu'aux États-Unis. Et moi je trouve que c'est quelque chose de terrible. Et de là la question qu'une des femmes qui était présente à ce moment-là m'a dit, une américaine, elle m'a dit: et tu crois que c'est quoi la différence entre l'Europe et le Japon? Pourquoi est-ce que tu penses que l'Europe est tellement moins sécuritaire que le Japon? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Ça m'a donné à réfléchir. Et j'ai répondu du tac au tac: la collectivité. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. En fait, moi j'ai remarqué, avec du coup ma fille qui a commencé l'école, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé. Quand ma fille a commencé l'école primaire, je vous parle pas de l'école maternelle qui est même pas obligatoire finalement, mais je vous parle de l'école obligatoire primaire, donc ça veut dire que ça s'applique à tous les enfants qui vont à l'école, il y a un cursus et tout à suivre, tu vois. C'est pas genre on y va si on a envie, on y va pas si on n'a pas envie, genre on y va. Là, entre guillemets, la vraie école, ok. Là, quand elle a commencé ça, pour vous dire que ça date pas de il y a 2 ans. Là, ça date vraiment de quand elle est rentrée dans la vraie primaire, dans la vraie école, quoi. Qui a eu des vrais manuels scolaires à regarder, à éplucher. Et je me suis rendu compte de ce qu'elle apprenait à l'école. La morale, l'éthique, le vivre ensemble. Donc, c'est-à-dire que les enfants, ils ont des manuels. Et je te parle pas de morale en mode, moi, je me souviens, le cours de morale, c'était presque un cours de religion à l'époque, tu vois, quand moi, j'allais à l'école. Mais vraiment, la morale et l'éthique, genre, aider les gens, faire en sorte de pas rendre les gens jaloux, avec des histoires qu'on leur raconte, qui leur donnent des leçons de morale et de vie, tu vois, vraiment de vie. Ils apprennent ça en fait depuis un âge très très jeune, ou même en fait aujourd'hui ma fille, elle a des notions de morale et d'éthique que moi je me rappelle pas avoir eu à son âge. Donc par exemple, je pense que je vous avais déjà expliqué ça, si je lui donne un dessert un peu trop gros, elle va me dire à ma maman: je peux pas aller avec ça à l'école. Et je dis: pourquoi, c'est interdit? Elle va me dire: non, mais les autres ils vont regarder et ils risquent d'avoir envie, et comme j'ai pas assez pour partager avec tout le monde, et alors je préfère pas prendre. Je pense sincèrement que moi, à cet âge-là, tu me donnais un gros dessert sa mère, j'allais en mode regardez tout le monde, mon dessert il est trop bien et tout, hein. Je me vantais. Et c'est pas du tout la mentalité ici. On part pas du tout sur ça. L'idée, c'est d'être discret, de pas rendre jaloux, de respecter tout le monde, de respecter l'environnement, et aussi de, par exemple, nettoyer ensemble. Tu vois, ils nettoient ensemble leur classe, hein. Par exemple, aujourd'hui, je sais que ma fille, elle a dû nettoyer. Alors, ils nettoient les escaliers. Alors, ils nettoient les classes. Ça, vous savez, vous avez déjà regardé des animés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, donc tous les jours, il y a un petit groupe d'élèves qui est responsable de donner à manger aux autres élèves. Et c'est une dinguerie. Donc en fait, c'est eux qui font la cantine. Et en gros, si vous savez, la cantine, moi j'ai assisté à ça parce qu'en fait, en tant que parent, t'es souvent invité à aller voir la cantine parce que ça fait quand même partie de ce que ton enfant il se fout dans le bide. Alors j'ai quand même vu 3-4 fois la cantine au Japon, la cantine en primaire, quoi, par exemple. Du coup, la première primaire, je pense que ça se dit comme ça chez vous aussi. Et en fait, ils amènent les trucs dans la classe, d'accord? Et les enfants mangent à leur bureau de classe. Ils ont chacun leur petit bureau avec leur nom écrit dessus. Donc il y a des gens, c'est leur rôle ce jour-là de s'occuper de la cantine. Alors ils ont un petit masque, ils ont un petit chapeau, un petit tablier. C'est pour ça, vous avez vu ma vidéo où je fais les fournitures scolaires? Et en fait, moi je savais pas trop pourquoi il y avait le tablier blanc. C'est exactement pour ça les treats. Parce qu'en fait, ils doivent, c'est à leur tour de donner, parfois c'est le tour de Poipois. Elle doit mettre son petit tablier blanc, elle doit mettre son petit chapeau, et ce petit truc là. Alors elle va avec sa louche, elle a une louche. Elle a la nourriture et elle met la nourriture pour les enfants. Et elle est chargée de demander: tu veux beaucoup ou tu veux pas beaucoup? Si tu veux beaucoup, je te donne beaucoup. Si tu veux pas beaucoup, je te donne pas beaucoup. Et alors elle donne la nourriture et alors ils vont comme ça avec leurs petits... Je sais pas, c'est magnifique. C'est magnifique. Si ça, c'est pas du vivre ensemble, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, je trouve ça fantastique, en fait, qu'ils apprennent ça depuis un si jeune âge. Et en fait, je trouve que ça te montre directement que toi, t'es pas tout seul, petit personnage unique. Ce qui est concrètement
très fort ce que nous, on vend chez nous. Moi, je trouve. Vous allez dire non, on apprend à faire attention à son voisin, on apprend à être gentil. Oui, mais on apprend aussi que tout le monde est unique et tout le monde est incroyable. Et moi, mes traits qui me rendent unique, je dois les mettre en avant plus. C'est pas du tout le cas au Japon. Ce qui te rend unique, tu le gardes pour toi. C'est très bien que tu sois unique, mais tu dois pas le mettre en avant spécialement. En fait, ce que tu dois faire, tu vas me dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je suis pas du tout en train de dire le pour, le contre. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Moi, je suis en plein travaux, là. Je suis en plein en train de travailler sur ce concept-là, puisque je suis en train d'observer ma fille qui est en train de grandir dans ce contexte-là. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? J'observe et on verra ce que j'aurai observé ensuite. Mais là, pour le moment, j'ai du mal à tirer des conclusions parce que j'y vois et du positif et du négatif. Mais effectivement, là, c'est plutôt, on pense à tout le monde autour de nous tout le temps. On n'est pas tout seul. On fait partie d'un grand groupe collectif qui est « Nous sommes les petits-enfants japonais du Japon ». Et je sais que ça peut paraître dingue parce qu'il y a un niveau on parle, je trouve, assez fort de nationalisme, tu vois, de fierté nationale. Nous sommes les petits-enfants japonais et ça me ramène aussi à cette fois. Là, maintenant, je fais le lien, en fait, à quel point ça m'avait choqué quand une fois au jardin d'enfants, j'avais pas trop bien respecté la règle et je me souviens très bien que la prof principale, donc la chef du jardin d'enfants, était venue me voir en me disant « Vous savez, on avait un petit enfant étranger avant qui venait, mais on savait qu'il allait rentrer de toute façon, vu qu'il n'était pas japonais, on savait qu'il allait rentrer dans son pays à un donné. Donc on s'en foutait puisqu'il n'était pas japonais, donc il n'a pas respecté les règles. On lui dit « Monsieur, madame, c'est pas bien, vous n'avez pas respecté les règles là, mais c'est pas plus important que ça pour nous. Mais vous, madame Zoé, votre enfant, il est japonais. Il doit pouvoir se débrouiller dans la société. Et comment vous voulez qu'il vive si vous l'éduquez pas bien ?» Tu vois ce que je veux dire? Sur le moment, ça m'avait super fort choqué parce que je m'étais dit quoi, du coup, les enfants, admettons, tes deux parents, ils sont étrangers et tout. Du coup, on te lâche du lest, en fait. Parce que, de toute façon, tu fais pas vraiment partie du groupe. C'est hyper discriminatoire, de un, envers les enfants. Mais d'un autre côté, ça veut dire que les parents d'enfants tout à fait étrangers, ils s'en sortent mieux. Je crois pas, non. Enfin, je pense qu'ils font des efforts aussi. Mais je trouve qu'il y a une pression. Et je vous l'avais expliqué, je trouve que la pression, et j'en ai parlé avec d'autres parents d'enfants métissés et d'autres parents d'enfants qui sont complètement étrangers au Japon. Et le discours n'est pas du tout le même. Et les parents d'enfants métissés, ils ont la même sensation que moi, qui est qu'on a une pression en plus. Et au début, je trouvais cette pression atroce et je la comprends de plus en plus parce que maintenant, je comprends en fait que le concept dans la culture japonaise, c'est il faut être fier d'être japonais, tu fais partie du Japon, tu es japonais, donc tu dois travailler pour la collectivité avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas le cas des étrangers, nous les étrangers, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'ailleurs de la carte gaijin, tu vois, du privilège du gaijin, qui est en fait qu'on ne fait pas partie de cette collectivité. Donc quand vous avez des gens sur internet qui viennent vous dire ouais, le privilège du gaijin, ça veut dire que si tu respectes pas les règles, c'est pas trop grave, en fait c'est simplement la preuve que tu n'es pas considéré comme un membre à part entière de la collectivité, tu ne fais pas partie de la population que les gens veulent pour porter le Japon. C'est une dinguerie quand même. Et je vous jure, je suis convaincue que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Et c'est une partie de la mentalité dont on ne parle pas assez. Donc forcément, si t'es pas du tout japonais, tu vois, si t'as pas de sang japonais, entre guillemets, tu n'es pas considéré comme faisant partie à part entière de la collectivité qu'est le Japon, qui va porter le pays. Attention à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a plein de gens qui sont très en mode les étrangers et les japonais vivent ensemble, tout est bien, tout est beau, nanana. Il y a plein de gens qui attendent autant de la part des étrangers qu'ils en attendent des japonais. D'accord? Mais il y a quand même cette idée généralisée. D'ailleurs, je l'ai vu à la télé il y a quelques temps. C'était une émission, j'avais regardé ça comme ça, qui disait quels sont les avantages et les désavantages d'engager des étrangers dans vos sociétés, machin et tout. Il était écrit, je me souviens plus exactement, mais il était écrit l'avantage, c'est que l'étranger a un point de vue différent, il peut apporter une nouvelle chose et tout. Le désavantage, c'est qu'il travaille moins bien. Directement, si les gens sont capables d'aller à la télévision pour dire ça, en pensant vraiment que ça c'est, voilà, ça c'est ça, tu peux pas me regarder dans le blanc des yeux et me dire, et c'était il y a 1 an et demi que j'ai vu ça à la télé, donc c'est pas si longtemps que ça, tu peux pas me regarder dans le blanc des yeux et penser que la plupart, la grande majorité des gens ne pensent pas que les étrangers sont moins capables que les Japonais. En plus du fait que tu verras encore plein de gens aujourd'hui sur internet dire oui mais moi je profite de mon pass gaijin, qui est la preuve qu'on n'est pas logé à la même échelle et que les attentes envers l'étranger ne sont pas les mêmes qu'envers le japonais. Le japonais étant les enfants métissés également, et donc cette pression que je n'avais jamais connue auparavant puisque j'avais effectivement
le privilège de la gaijin, le privilège de l'étrangère puisque j'étais considérée finalement comme moins capable, comme quelqu'un qui comprend moins bien. Et ça, c'est un clash vraiment en fait de la culture japonaise parce qu'on s'arrête vraiment à privilège du gaijin parce que t'es étranger machin. Mais en fait, ça fait partie d'un plus grand tout qui est l'idée que le japonais fait partie intégrante de la collectivité et que du coup les attentes envers par exemple l'enfant japonais sont beaucoup plus grandes qu'envers l'étranger. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec moi, qui jusqu'à présent je ne connaissais que le privilège de l'étranger, même si je le voulais pas forcément, hein, je l'ai toujours dit, hein. J'ai toujours essayé de me plier aux règles, mais t'inquiète pas, que j'ai connu des règles complètement différentes et des interactions mais complètement différentes, et tous les parents d'enfants japonais qui vivent au Japon le savent, des attentes tellement différentes que je n'avais jamais vues de ma vie avant et auquel je ne m'attendais pas du tout. Et tout d'un coup, le privilège de l'étranger, il disparaît et tu deviens en fait, dans certains points de vue, hein, pas chez tout le monde, celle, dans mon cas, qui doit bien éduquer son enfant parce qu'en plus, déjà que je suis étrangère, alors du coup, tu sais, ça va être une situation dans laquelle, par exemple, moi j'arrive en retard, mais c'est parce que je suis étrangère. Mais un japonais qui arrive en retard, c'est pas grave. Mais en fait, je suis désolée, mais c'est quelque chose qu'on a intériorisé, nous aussi, très très fort vis-à-vis des japonais. Par exemple, on dit toujours que les Japonais ne traversent jamais au feu rouge, mais c'est archi faux. Mais attention, un étranger qui traverse au feu rouge, on a ce billet, hein. Un étranger qui traverse au feu rouge, regardez, c'est toujours les étrangers. Mais les Japonais font ça tout le temps, hein. Enfin, tu veux que j'appelle ma fille maintenant pour témoigner qu'elle a vu encore aujourd'hui un vieux mec traverser au feu rouge, qu'elle était hyper choquée? Ça, c'est le biais. Si toi, t'es étranger et que tu le fais, alors imagine avec les enfants, oui, mais c'est parce que sa mère est étrangère et tout. Je vous ai déjà raconté des anecdotes, vous avez vu sur Flâneuse du Levant et tout, tu vois. Donc on se retrouve face en fait, les parents d'enfants étrangers et plus particulièrement les mamans, que vous le vouliez ou non en fait. Je pense que si vous êtes papa au Japon, vous avez clairement pas la même expérience et je vous invite à partager votre expérience, mais je suis désolée, on peut pas, même du point de vue des Japonais en fait, c'est la maman qui a le plus d'influence dans l'éducation de l'enfant, donc on peut pas comparer l'expérience d'un papa et d'une maman. Mais donc c'est pour ça que j'insiste pour dire, toutes les mamans japonaises que je connais, elles ont cette pression atroce qui est qu'en fait on est considéré comme la plus grosse influence sur l'enfant et le parent par défaut. Et donc c'est assez terrifiant pour certaines personnes de se rendre compte que le parent d'un certain enfant japonais, qui fait donc partie de la collectivité, est étranger. Et du coup c'est ah oui mais il faut être plus strict avec elle parce qu'il faut qu'elle apprenne mieux. Et je sais c'est triste dit comme ça, mais c'est une vraie réalité dont je suis sûre que plein de gens pourraient témoigner, et plein de gens qui seront genre super méga fans du Japon et qui veulent absolument jamais rien dire de mal dessus et qui pensent qu'ils connaissent tout parce qu'ils ont vécu un an en tant qu'étudiant au Japon ou je sais pas quoi, vont sûrement dire absolument pas. Mais je suis désolée, si t'as pas d'enfant métissé au Japon, tu ne peux pas t'asseoir à ma table et avoir cette conversation. Je suis désolée, parlez de votre expérience, y a pas de souci, et je sais que ça peut paraître rude ce que je suis en train de dire, mais je connais suffisamment maintenant de mamans étrangères au Japon qui ont exactement la même expérience que moi, et je sais qu'on n'est pas seul, et je sais que j'ai le droit de le dire. Et donc pourquoi est-ce que, pour en revenir, pour faire le tour du truc, pourquoi est-ce qu'au Japon il y a moins de crimes? Parce que la culture est basée sur l'idée qu'on fait tous partie d'un groupe. Si tu heurtes un membre du groupe, ou si tu heurtes quelque chose au Japon, si une personne va casser un truc ou voler quelque chose, tu heurtes le Japon. Et t'as cette responsabilité envers le Japon parce que tu fais partie de la collectivité. Il y a très très fort cette notion-là, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'en ai discuté avec des gens et apparemment, je suis pas trop dans le faux. Et d'ailleurs, s'ajoute à ça également la notion de honte qui est extrêmement forte. En fait, chez nous, j'ai l'impression qu'on travaille sur la notion de « Attention, tu vas être puni !» Même pas la culpabilité, hein. Même pas se sentir mal, hein. Nous, on joue tous sur attention, si tu fais ça, tu vas avoir telle conséquence. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que j'ai été éduquée aussi, hein. Si tu fais ça, ce sera la conséquence. Tu vas avoir une punition. Il va y avoir des conséquences. Les Japonais fonctionnent pas du tout comme ça. Les Japonais fonctionnent pas avec si je fais ça, je vais avoir une conséquence, donc je ne fais pas. Les Japonais fonctionnent avec si je fais ça, je heurte la collectivité et c'est trop la honte. Donc, je pense que ça se relie très très fort avec l'idée de pourquoi il y a énormément de suicides au Japon aussi. C'est que la honte, c'est quelque chose de terrible ici, c'est quelque chose qui tue. La honte tue chez nous, la honte tue beaucoup au Japon parce qu'il y a beaucoup d'occasions de ressentir de la honte chaque fois que tu n'arrive pas à satisfaire l'esprit de collectivité au Japon qui prime sur absolument tout. Ce qui rejoint également avec pourquoi le travail c'est la vie au Japon. Pour beaucoup de gens, pourquoi est-ce que le travail c'est la vie? Parce que le travail fait partie de ton utilité dans la collectivité au Japon. Pourquoi ton travail devient ta famille? Parce qu'en fait, ton travail est un microcosme au Japon qui sert à servir la collectivité. Donc si ton travail c'est ta famille, alors tu fais les choses bien
parce que tu portes le pays, tu es utile à la société. C'est très important d'être utile à la société. Et donc voilà pourquoi je pense que même s'il y a des gens qui commettent encore des crimes, c'est souvent des gens, si tu regardes le profil des personnes en fait qui par exemple, malheureusement, il y en a, ils vont avec des couteaux dans les transports en commun, ils essayent de tuer tout le monde, c'est des gens en fait qui n'ont souvent plus rien à perdre et qui ne se sentent pas un membre actif de la société, souvent. Ce sont des gens qui ont souvent perdu leur valeur en fait, qui ont souvent été très très humiliés et en fait qui pètent un câble. En général, c'est souvent ça. Après, je suis pas psychologue, donc ne me prenez pas au mot sur ce que je viens de dire. Mais en fait, si on voudrait analyser un petit peu plus pourquoi le crime est si bas au Japon alors qu'il y a énormément de monde, pour moi, c'est exactement ça l'explication. C'est vraiment qu'on pense à la collectivité avant de penser à ses petites fesses. Et chez nous, on pense à ses fesses. Hein. Quand on parlait malheureusement, pendant, tu sais, le virus, le gros virus, je sais pas si je peux le mentionner en vidéo, quand on parlait de ça et qu'on disait ouais mais les Japonais respectent les règles et que nous, on faisait des raves parties dans les sous-sols, je vais pas me prononcer là-dessus, dire c'est bien, c'est pas bien et tout, parce que finalement, on en est à un stade où j'ai même plus d'avis sur la question. Tout ce que je veux dire, c'est que ça montre quand même un énorme clash des mentalités et c'est pas tellement que les Japonais sont des moutons, parce qu'ils le sont pour pas mal de trucs comme nous d'ailleurs, c'est sincèrement qu'en fait ils pensent aux autres avant de penser à eux. Ils disent pas ah mais moi j'ai envie de faire la fête et tout donc j'y vais comme nous on le fait. Nous c'est ah mais moi combien de messages pendant l'événement, un jour j'ai dit mais pourquoi vous restez pas chez vous, en fait c'est pas la fin du monde tu vois. Non mais moi je tiens trop à mes fêtes, non mais moi je tiens trop à mon petit verre en terrasse. Et tu te dis mais ça paraît, moi qui étais d'un côté aux États-Unis où il y avait dans une partie des États-Unis où il y avait même pas ça, tu vois, donc je pouvais pas trop juger les gens sur ça parce que moi j'ai même pas eu ça, tu vois, mais qui était entre le Japon et les États-Unis où vraiment au Japon tu te dis tu le fais pour tout le monde en fait, tu le fais pour que ce soit vite fini, tu te dis pas oh mon petit verre en terrasse, tu te dis ok ça doit être fini pour tout le monde donc on mord sur sa chic et on va se dire ok un mois et c'est fini, tu vois. Bon après ça n'a servi à rien, on est d'accord, hein. Je te parle juste de mentalité, moi je pense que ça n'a servi à rien. J'ai un autre avis sur la question, mais tout ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même un clash culturel entre non mais moi je veux trop boire mon petit verre et ah bon ok bon il faut rester à l'intérieur, bon bah si c'est pour le bien de tout le monde alors je le fais. Ça n'a servi à rien. Le dernier point, et ça c'est un point très important dont je crois qu'on parle un peu, tu sais t'as des gens qui disent en général, ça me gêne, ce dernier point il me gêne un peu dans la manière dont il est pas assez tiré en profondeur je trouve par les gens qui en parlent sur internet parce qu'ils veulent tout le temps dire pourquoi les Japonais sont minces. Ah oui mais parce qu'ils mangent pas, ils mangent que 8/10 de leur estomac donc ils ont toujours un petit peu faim à la fin, ce qui est hyper toxique, ok. Bon, chacun a son avis sur la question, moi je trouve ça hyper toxique, voilà, on va pas s'en tenir là. Mais en gros, c'est toujours ouais, pourquoi les Japonais sont minces et tout, parce qu'ils font attention à leur ligne, oui, mais il y a un autre concept dont on ne parle pas suffisamment. C'est le concept du Ishoku Dogen. Tu vois, j'aime pas trop aller dire des petits mots en japonais dans mes vidéos parce que je trouve que ça sert juste à se la péter et ça sert pas à grand chose finalement. Mais c'est le principe selon lequel la médecine et la nourriture ont la même origine. Et c'est tellement vrai. Et quand j'ai entendu ce principe-là, tu vas me dire mais enfin Zoé, c'est basique. Bah je trouve qu'on n'en parle pas. Je trouve pas ça si basique que ça. En fait, c'est simplement le principe que manger, c'est guérir. Tu peux manger principalement pour vivre. Tu ne manges pas pour manger. Tu manges pour vivre. Et ça rejoint aussi le truc dont on ne parle pas suffisamment, dont j'ai un peu parlé sur Instagram en l'occurrence, où je montre une vidéo en fait où j'ai des petits poissons séchés que Momo a reçus en snack et j'explique voilà qu'elle a reçu des poissons séchés et tout, mais que du coup c'est pas pour autant qu'il fallait dire que tous les enfants adoreraient les poissons séchés de la même façon qu'on dit tous les Japonais adorent le natto, ils mangent que ça matin, midi et soir. Combien de fois vous avez pas vu ça, des vidéos où des gens disent ouais j'ai découvert que les Japonais tous les matins ils mangent du natto et tout. Mais c'est pas enfin il y a plein de Japonais qui aiment pas le natto, donc la vérité selon moi c'est qu'en fait ils mangent du natto parce que c'est bon pour la santé. Ils détestent pas, ils sont pas genre en mode ah c'est dégueulasse je supporte pas parce qu'ils sont habitués depuis très longtemps, mais ils n'aiment pas ça. Ils le mangent parce que c'est bon pour la santé. Et nous, je trouve qu'on a perdu ça. Nous, j'ai l'impression qu'on mange que parce que c'est bon. Si c'est pas bon, on mange pas. Alors qu'au Japon, c'est pas du tout ça. Au Japon, tu manges parce que c'est bon pour toi en fait. Nous, on mange même quand on n'a pas faim parce qu'on veut manger des trucs sucrés, des trucs qui sont bons au goût. C'est pas une tare, mais je trouve que parfois manger en se disant je mange ça pas parce que c'est bon, parce que c'est bon pour moi, je trouve ça une dinguerie. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas assez, je trouve, et qui a vraiment changé ma vision du Japon et de la culture de manière générale, de notre culture, de leur culture. Donc en fait, l'idée, c'est de manger pour aller bien, de manger
pour ne pas tomber malade justement. Réfléchissez à ça. Utilisez la nourriture comme une médecine préventive en fait. Pour beaucoup de gens, pas tout le monde, c'est une médecine préventive. Quand je dis pour les Japonais, je parle de manière générale, mais après ça veut pas dire que tout le monde mange comme ça. Mais globalement, c'est de la médecine préventive et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'éducation. Et c'est comme ça que ma fille est éduquée au Japon également. Et alors ils étudient ça en fait à l'école depuis très très tôt. Donc ils ont une approche complètement différente de nous par rapport à la nourriture, je trouve. Et je trouve ça extraordinaire. Et voilà les treats pour cette petite vidéo qui m'a fait me rendre compte que j'avais encore beaucoup de choses à corriger chez moi, dont j'ai envie de m'inspirer à partir de la culture japonaise, qui me fait me rendre compte en fait on devrait trop. Je trouve qu'il y a des choses, franchement, on devrait quand même en prendre un minimum note. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Après, faut pas trop tout poster à l'extrême, on est d'accord. On parle quand même, je trouve que dans la culture japonaise, on parle quand même de certains extrêmes, mais qui ont aussi des conséquences vachement positives sur les gens que moi j'apprécie. Donc j'ai choisi 3 points de la mentalité japonaise qui ont en fait un impact que je trouve vachement prometteur sur la culture en général, même si c'est pas tout rose. On s'entend, ok? Je veux pas être problématique. Merci encore à BetterHelp d'être le sponsor de cette vidéo et de soutenir la chaîne. N'oubliez pas mon lien en description pour obtenir une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp. Et voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a intéressé, si vous en voulez plus, on va faire ça, t'inquiète. J'espère que vous savez en fait qu'il s'agit là de mon avis et que les amis, c'est comme les trous du pâte, que tout le monde en a un. Et que du coup, bah, c'est pas grave si mon trou du pet, il est pas pareil au tien. Voilà. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlogs. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.